Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Deux groupes qui affolent les compteurs aujourd'hui sur les marchés. LVMH, en taille patron, le super géant du luxe, a publié hier des chiffres de vente incroyables pour le premier trimestre, au point que les analystes en perdent leur latin. Quand on lit les comptes rendus de la conférence entre le directeur financier de LVMH et les analystes, on manque de superlatifs du côté du marché, une surperformance absolue, c'est incroyable, des chiffres mieux qu'excellents. Voilà le résumé des propos tenus par les analystes après la conférence hier soir avec le management de LVMH. Certains relèvent encore leurs objectifs de cours. On est à 660 € d'objectifs de cours chez Berenberg par exemple pour le titre LVMH qui bondit en tête du CAC avec une hausse de 3%, une capitalisation boursière qui dépasse les 300 milliards d'euros désormais. C'est donc un géant qui s'affirme encore un peu plus comme dominateur sur ce segment du luxe. L'ensemble du secteur est tiré à la hausse et le CAC 40 franchit ainsi les 6200 points. Vous aurez le résumé complet de cette séance à mi-parcours en Europe dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis l'autre groupe qui va affoler les compteurs sans doute, ce sera tout à l'heure à Wall Street avec l'entrée en bourse de Coinbase, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-actifs au monde. Ce sera une journée historique, la première cotation d'un pure player sur ce marché des crypto-actifs au Nasdaq donc, et on parle d'une valorisation qui pourrait allègrement dépasser les 100 milliards de dollars, ce qui serait largement supérieur à n'importe quelle autre plateforme d'échange boursier, en l'occurrence, que ce soit l'opérateur du New York Stock Exchange, la bourse de Chicago ou d'autres acteurs cotés. On pense à Euronext évidemment qui pèse quelques milliards en bourse, donc on sera bien au-delà en termes de capitalisation boursière. Ce sera à suivre cet après-midi donc au Nasdaq, et puis on suivra également les résultats des premières grandes banques américaines qui marqueront le coup d'envoi de cette saison de publication de résultats trimestriels. Globalement, on attend une progression de 25% des bénéfices au sein du S&P 500. Et tout à l'heure, ce sont JP Morgan, Wells Fargo ou encore Goldman Sachs qui publieront leurs résultats avant l'ouverture de Wall Street. Les jours se suivent et se ressemblent. La tendance reste à la hausse à mi-journée à la Bourse de Paris. Les infos clés, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 toujours dans le vert à la mi-journée. La bourse de Paris flirte même avec les 6200 points ce mercredi. Les investisseurs semblent soulagés, notamment par le chiffre de l'inflation aux États-Unis publié hier et optimistes sur la reprise économique mondiale. Après les statistiques macro, ce mercredi, c'est l'actualité microéconomique qui prendra le relais avec la publication dans la journée des résultats trimestriels des grandes banques américaines comme JP Morgan, Wells Fargo et Goldman Sachs. Aux États-Unis, toujours le président de la Fed, Jérôme Powell, s'exprimera, lui, cet après-midi, lors d'un événement organisé par l'Economic Club de Washington. Les marchés attendent également la publication du livre beige de la Fed, un point d'étape sur l'évolution de l'économie au cours des 2 derniers mois, avant le comité de politique monétaire les 27 et 28 avril prochains. Côté européen, la production industrielle chute, plus que prévu en février dans la zone euro, une baisse de 1,6% selon Eurostat, alors que les déboires du vaccin de Johnson & Johnson, qui reporte le déploiement de son vaccin, risquent de rendre encore plus chaotiques les campagnes de vaccination européennes. Prudence donc, après cette ouverture d'une enquête des autorités sanitaires américaines sur de possibles effets secondaires graves ou des risques liés aux variants dits brésiliens, qui ont d'ailleurs conduit la France à suspendre toutes les liaisons aériennes en provenance du Brésil. Le FMI publiera également ses prévisions pour l'Europe cet après-midi. Les valeurs à suivre aujourd'hui, LVMH en tête du CAC après la publication de résultats spectaculaires hier. L'envolée des ventes de Louis Vuitton et Dior a permis aux géants français du luxe d'afficher un chiffre d'affaires en progression de 32% au premier trimestre. Les ventes ont atteint 14 milliards d'euros. Le groupe passait même le cap symbolique des 300 milliards d'euros de capitalisation
capitalisation boursière. Il prend entre 2 et 3% ce mercredi à la mi-journée. Dans son sillage, le groupe Kering et Hermès progressent tous les deux eux aussi à la mi-journée entre 1 et 2%. Mais aussi le groupe Stellantis, le directeur général a annoncé qu'il allait produire un nouveau moteur dans son usine du Pas-de-Calais qui était selon les syndicats menacé. Nexity est en baisse, lui, à la mi-journée après la réalisation de son émission d'Océane 2028 d'un montant nominal de 240 millions d'euros. Elle permettra d'allonger la maturité de son endettement en finançant le rachat d'une partie des Océanes en circulation à échéance 2023. Saint-Gobain qui lance un fonds carbone interne. L'entreprise annonce vouloir engager tous ses collaborateurs sur la route de la neutralité carbone à horizon 2050 et contribuer à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de CO2 du groupe d'ici à 2030. Enfin, le spécialiste des énergies renouvelables Voltalia annonce 70 mégawatts de nouveaux projets éoliens en France. Les cours du brut, eux, progressent ce mercredi après l'annonce d'un repli plus fort que prévu des stocks la semaine dernière aux États-Unis et la révision à la hausse par l'OPEP de sa prévision mondiale de pétrole pour cette année. Il oscille en dessous des $65. Eva Ben Saadi, bien sûr, vous l'aurez reconnu, qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous à la mi-journée pour commenter l'actualité chaude du jour sur les marchés et dresser un panorama, un état des lieux de la situation des marchés financiers. Patrick Guérin est à nos côtés, directeur de la gestion de Bordier et Compagnie à Paris. Patrick, bonjour, bienvenue. Et Éric Lafrenière, gérant Action US chez Richelieu Gestion, gérant du fonds Richelieu America. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être là. Patrick, je commence avec vous. LVMH, évidemment, tout le monde en a. Plus ou moins, il faut en avoir un peu forcément, c'est ce qu'on appelle des darlings, des valeurs de portefeuille. Les chiffres sont exceptionnels. Dans toute son humilité, LVMH communique sur un bon trimestre, mais quand on écoute les analystes, on manque de superlatifs pour qualifier la performance commerciale de LVMH au premier trimestre. Alors, Grégoire, je confirme, tout le monde en a. Ouais. D'abord, première chose, effectivement, c'est une valeur que nous aimons beaucoup, que nous accompagnons depuis plusieurs années déjà, et que nous sommes très heureux de voir aujourd'hui confirmer des résultats exceptionnels. Donc c'est une excellente nouvelle pour nos clients. C'est une excellente nouvelle aussi parce que nous avons toujours maintenu cette volonté d'avoir ces titres dans nos portefeuilles. On n'a jamais essayé de s'en défaire, ou en tout cas d'alléger, parce que je pense que ce n'était pas une bonne idée, même si la question se posait en effet l'année dernière, compte tenu de la crise sanitaire, des interrogations étaient justifiées. Mais on voit que la stratégie du groupe a été extrêmement payante et qu'ils ont réussi à dégager au cours de ce premier trimestre 2021, comme vous l'avez rappelé, des performances encore meilleures que celles du premier trimestre de 2019. Oui, c'est ça. Où ils ont la décence de se comparer au premier trimestre 2019. Oui, là aussi, la communication est bien faite. Croissance organique de 8% par rapport au premier trimestre 2019. Et si on prend la division mode et maroquinerie, donc Louis Vuitton et Christian Dior, c'est 37%, je crois, de croissance organique par rapport au premier trimestre 2019, au point que le CFO, Jean-Jacques Guilloni, interrogé par les analystes, manque d'explications pour expliquer cette croissance spécifique là, des marques Louis Vuitton et Christian Dior. Ah oui, parce que toute l'activité fragrance, en revanche, a beaucoup souffert, notamment en Europe, avec tous ces magasins fermés, sans parler évidemment des duty-free qui eux-mêmes étaient souvent fermés compte tenu de la pandémie qui a frappé le monde entier. Donc c'est d'autant plus exceptionnel. Ah ouais, c'est ça qui est impressionnant. Oui, tout n'a pas rouvert, notamment sur la partie touristique, il y a encore beaucoup de demandes qui manquent au rendez-vous aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, un titre, leader aujourd'hui du jour sur le CAC 40, une capitalisation qui dépasse les 300 milliards d'euros et c'est la première capitalisation boursière depuis un moment pour l'Europe et pour la zone euro notamment. Globalement, comment est-ce que vous regardez les marchés aujourd'hui, Patrick ? Bon, les indices boursiers sont au plus haut, sur des plus hauts historiques pour la plupart. La volatilité aussi semble baisser, baisse. Elle se normalise, elle revient sur les niveaux d'avant-crise. Est-ce qu'au fur et à mesure du rattrapage boursier auquel on assiste depuis plus d'un an maintenant, est-ce que ce marché devient vulnérable dans une certaine mesure ? Alors, il y a toujours des zones de vulnérabilité, là on ne les attend pas, donc il faut être extrêmement prudent. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours des flux acheteurs réguliers. Il n'y a pas de baisse dans les volumes quotidiens.
sur les marchés européens comme sur les marchés américains, dont nous parlerons tout à l'heure. Donc ça, en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas d'exubérance non plus, parce que les valorisations ne sont pas excessives. Donc ce sont des points que nous regardons avec attention, mais qui nous paraissent rassurants. Si effectivement il y avait des baisses de volume, ça serait un peu inquiétant. Ce n'est pas le cas. Les marchés montent, mais sur des volumes construits. Ouais. Et on est toujours dans l'idée que le momentum de reprise porte encore ces marchés boursiers et les thèmes qui vont avec la reprise cyclique, parce que c'est vrai que les indices sont au plus haut, mais on voit alors des mouvements de rotation, de contre-rotation, et d'ailleurs d'une semaine à l'autre, on voit les thèmes qui peuvent changer. Les thèmes leaders ou les thèmes en retard peuvent changer encore d'une semaine à l'autre aujourd'hui. Quelle lecture vous faites justement des dynamiques internes du marché, Patrick ? Alors, c'est toute la difficulté du problème, c'est-à-dire qu'il faut essayer de garder un cap, autant que faire se peut. Ne pas jeter ce qu'on a adoré hier et inversement. Donc nous, comme vous le savez, chez Bordier, nous sommes toujours extrêmement fidèles et attachés à avoir dans nos portefeuilles des valeurs dites de croissance qualité. Donc on a un petit peu souffert au cours du mois de février, au cours du mois de mars, parce que ce n'était pas celle qui était le plus entourée. En revanche, on voit qu'à mesure que les taux longs américains, qui sont les principaux indicateurs qui sont très regardés par les investisseurs, retrouve une progression plus régulière, moins extraordinaire, alors c'est à nouveau les valeurs de croissance qui retrouvent de l'appétit et qui sont très entourées. Donc ne pas aller trop vite en besogne et ne pas, encore une fois, garder son cap. Ça me paraît très important. Ouais, et ça veut dire quand on a ce prisme croissance-qualité, comme vous dites, chez Bordier, ça veut dire qu'il y a quand même des parties du marché, certains secteurs qu'on se refuse à investir aujourd'hui. On n'est pas dogmatique. C'est-à-dire qu'on ne va pas refuser d'aller sur certains secteurs, mais on va y aller simplement si les valeurs en question présentent un profil bilanciel qui nous paraît rassurant. Très important. C'est la qualité. C'est la qualité, c'est le point essentiel que nous regarderons. Donc on peut aller par conséquent sur des valeurs cycliques, si et seulement si, ou une valeur peut-être value, si et seulement si elles sont par ailleurs solidement construites financièrement. Ouais. C'est vraiment la rigueur notre discipline d'investissement, c'est celle-ci. Ouais. Le marché obligataire, vous l'avez dit, effectivement, quand on est sur les marchés actions, on regarde les taux tous les jours. C'est encore le juge de paix, alors avec le sujet de l'inflation, le sujet de la croissance, le sujet sanitaire aussi, qui est peut-être revenu un peu en arrière-plan aujourd'hui quand on parle des marchés, mais qui reste préoccupant dans certains endroits du monde. Ce marché obligataire qui s'est quand même détendu, les taux se sont détendus. Comment vous appréciez ce mouvement sachant qu'évidemment, tout le monde est très vigilant sur la question de l'inflation, la hausse des taux. On parle des États-Unis. Bien sûr. C'est la clé, en fait. Ouais. La clé de la hausse des taux et donc des mouvements sur les taux, et on la trouve dans l'explication des anticipations inflationnistes. Les marchés, en février et mars, ont anticipé une hausse de l'inflation extrêmement forte, qui a été contrariée par des chiffres publiés hier ou les jours précédents, qui démontraient qu'en fait, il y a certes une hausse des prix, mais essentiellement portée par les hausses de l'énergie. C'est logique, le pétrole est passé de 20 à 60 $. Pour autant, elle ne se transmet pas à l'ensemble des autres prix. L'inflation core, comme on dit, elle est restée à une progression beaucoup plus modeste. C'est ce qui explique d'ailleurs la détente sur les taux longs américains qui ont été rassurés en fait, par un parcours moins exubérant qu'on ne le craignait sur l'inflation. Et est-ce que ça veut dire que le pic du stress, entre guillemets, est passé, ou c'est juste une étape dans une histoire et un feuilleton qui va encore animer les prochains mois ? Alors, provisoirement, le pic du stress y est passé, mais il y aura d'autres étapes. Ça ne fait aucun doute, puisque dans les mois à venir, et Jérôme Powell lui-même le dit, donc croyons-le, l'inflation va progresser un peu aux États-Unis. Mais ce sera ponctuel, ça durera quelques mois. Donc il faut accompagner ce mouvement. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas complètement lâcher nos convictions pour lesquelles les clients viennent chez nous. C'est-à-dire privilégier des valeurs de croissance. Bon, globalement, là, en termes de stratégie d'investissement, après un premier trimestre très positif sur les marchés, est-ce qu'on
Est-ce qu'on a encore de la place? Est-ce qu'on peut continuer à ce rythme-là? Est-ce que, encore une fois, c'était ma question de départ, est-ce que le marché devient vulnérable au fur et à mesure où tout le monde est investi, au fur et à mesure où, vous l'avez dit, les flux acheteurs sont de plus en plus importants? Est-ce qu'il faut savoir rester, je ne sais pas, prudent dans ce contexte-là? Ou est-ce qu'encore une fois, la dynamique de reprise écrase tout à ce stade? Moi, je suis plutôt de deuxième avis. C'est-à-dire que la dynamique de reprise domine. Il faut rester investi. Il faut rester investi, d'autant plus que finalement, les indices ont pas mal monté en Europe, sur des volumes dont j'ai dit qu'ils étaient réguliers. En revanche, les flux acheteurs en Europe ne sont pas très importants. Non. On a des flux d'achat d'actions au niveau mondial, mais l'Europe reste le parent pauvre, vous dites, de ces flux d'investissement sur les actions. Elle peut encore gagner beaucoup parce que, vous l'avez évoqué, une des raisons pour lesquelles l'Europe est un petit peu en retard à cet égard, c'est la dynamique dans le rythme de vaccination. On est un petit peu en retard, on le sait. On prend des dispositions, mais on n'est pas au même niveau que les États-Unis, par exemple, évidemment, et de loin. Donc ça joue pas en faveur de l'Europe. C'est bon pour les indices européens de voir qu'il y a des perspectives de reprise, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à gagner derrière. Il faut pas, oui, c'est ça. Il faut pas capituler sur le cas d'investissement de l'Europe. Croissance qualité, bien sûr, on en trouve aussi en Europe, mais vous dites, il faut pas. C'est un cas d'investissement qui reste valable, même si la vaccination prend un peu de retard. Oui, sachant que, bien entendu, dans nos portefeuilles, nous ne sommes pas exclusivement investis sur l'Europe. Nous sommes aussi présents sur une zone dont nous allons peut-être parler. Oui, non, mais bien sûr, mais les États-Unis, évidemment, ça reste le plus gros marché, mais l'Europe conserve de l'intérêt, vous dites. Oui, tout à fait. Oui. Bon, merci beaucoup Patrick Guérin, directeur de la gestion de Bordier et Compagnie à Paris, qui était avec nous dans cette demi-heure à la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart. Et oui, on parle de la zone Amérique avec Éric Lafrenière, je le rappelle, gérant action américaine chez Richelieu Gestion. Éric, tiens, peut-être un mot de l'inflation. On en discutait avec Patrick. C'est vrai qu'on a eu des indices d'inflation aux États-Unis, prix à la production, prix à la consommation, alors qui sortent un peu, voire beaucoup au-dessus du consensus, quand on regarde les prix à la production, mais intéressant parce que le marché, lui, a vraiment gardé la tête froide par rapport à ces indicateurs du mois de mars. Tout à fait. Plus sur les prix à la consommation que les prix à la production. On avait eu un peu de tension quand même en fin de semaine dernière sur les taux. On regagne un petit peu de tension. Mais ce qu'on voit sur les prix à la consommation hier, effectivement, ce qui a drivé un peu plus la progression du headline CPI, c'était la progression du pétrole. On l'a bien vu. On risque d'avoir un pic sur avril et mai, puisque c'est là qu'on va avoir les effets de base les plus forts. Mais le marché l'a plutôt bien digéré. On a vu les taux longs américains qui ont baissé. On a clôturé autour des 1,62 hier. On avait touché 1,77 au plus haut il y a quelques semaines de ça. Donc, globalement, c'est quand même plutôt une bonne chose pour le marché. Mon avis, c'est que cette rotation qui est en cours vers le value a encore quelques trimestres derrière elle, donc elle va se matérialiser. Mais il ne faut pas que la tech soit trop pénalisée. Donc, cette consolidation qu'on peut avoir sur les taux permet à la tech de rattraper un petit peu, permettra à la rotation de se remettre en place une fois que les taux redémarreront et sans trop de casse sur le marché au sens large, parce qu'on ne pourra pas avoir cette rotation et cette performance de marché si la tech est complètement abandonné. C'est ça. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde et il faut qu'il y ait un juste équilibre entre ces thématiques, cette partie croissance et cette partie plus cyclique. Et donc cette consolidation des taux va plutôt dans le bon sens. Ce qui est intéressant, tiens, au passage au sujet de la tech, il faut qu'on dise un mot de la fiscalité quand même, du grand plan fiscal, la lutte fiscale de Joe Biden. Non, mais sur le plan domestique, au sein de l'OCDE, sur le plan international, on parle quand même d'une remontée de la fiscalité pour les grandes entreprises, enfin pour les entreprises américaines et les grandes multinationales. Pas l'impression que le marché escompte à ce stade l'impact que la fiscalité américaine pourrait avoir demain sur leurs bénéfices. On se souvient du mouvement inverse, quand Trump baisse les impôts de 35 à 21, c'est ça. Le marché flambe directement. Donc là où je ne suis pas nécessairement tout à fait d'accord, je pense que ça a été en partie pris en compte quand même par le marché pour 2022. On a trois leviers sur la fiscalité américaine. Donc bien entendu, il y a la hausse du taux d'imposition d'environ 21 à 28% dans le cas le plus important. Il y a une hausse de ce qu'on appelle sur le guilty tax avec un I et pas le UI de coupable. Bien d'accord. Sur les revenus d'entreprises américaines générés à l'étranger qui sont entre 10 et 13%, qui pourraient passer à 21%. Et puis
le dernier facteur sur la fiscalité, c'est sur les hauts revenus, mais qui est moins impactant pour les entreprises en direct. Et donc, quand on regarde, si on prend vraiment le pire scénario, où on passe vraiment à 21 sur les revenus étrangers, on a ce taux d'imposition minimum qui est aussi évoqué sur les entreprises, et on passe à 28%, on table sur un impact d'environ 9% sur les bénéfices de 2022. D'accord. Si on est sur un scénario un peu plus intermédiaire, une fiscalité autour de 25% sur les revenus des entreprises américaines, avec un point intermédiaire sur les revenus à l'étranger, on table autour de entre 3 et 5% d'impact sur les résultats 2022, et je pense que c'est quand même un petit peu déjà, en tout cas ça commence à être pris en compte par le marché. Oui. Avec des secteurs assez évidents, on a dit la tech, la pharma aussi. La tech, la pharma, les services aux communications qui ont quand même des revenus générés à l'étranger peut-être plus forts que dans d'autres secteurs. Et c'est quand même cette hausse de 10-13% vers 21% qui aura un impact quand même le plus fort. Et ce sont les secteurs qui seraient le plus lourdement impactés. Ouais. Comment est-ce que vous regardez le secteur financier ? On va en parler, alors on en parlera dans l'émission ce soir, parce qu'on va avoir les publications des 3 premières grandes banques américaines là, tout à l'heure, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs. Mais au-delà de ça, le secteur financier dans son ensemble, que j'élargis au-delà des seuls acteurs bancaires, c'est un secteur qui vous intéresse aujourd'hui quand on est investi aux États-Unis. Quel est pour vous les segments de marché qui vous semblent intéressants dans ce secteur financier au sens large ? Donc nous continuons d'avoir une surpondération sur le secteur, surpondération qu'on avait mis en place durant le Q3 de l'année dernière, qu'on a progressivement renforcé, mais on joue quand même un petit peu à l'intérieur du secteur, donc on réalloue par moment des poids. Donc aujourd'hui, les grosses convictions, même si on est moins favorable sur ce qu'on appelle les money center banks, donc on a quand même une position sur Citigroup, pour des raisons vraiment plus spécifiques, mais quand on regarde plutôt ce sous-secteur, la valorisation des financières relatives au S&P est toujours attrayante, mais la valorisation de ces money centers relatifs à leur historique est quand même un petit peu plus élevé. Donc on a Money Center, c'est quoi ? Les grands ensembles généralistes, quoi. Exactement. Donc on garde Citi pour des raisons vraiment plus spécifiques de valorisation, mais les autres, on s'en est plutôt éloigné. On reste bien entendu exposé via Santander Consumer USA au crédit et aux consommateurs. Et on a on a renforcé une position sur les asset managers avec BlackRock, qui est un très gros poids dans notre portefeuille. Et on a ouvert une position qui est devenue une position assez forte sur KKR, qui est un acteur du private equity aux États-Unis, qui, contrairement aux crises antérieures, a vraiment profité de cette crise pour faire des achats à bon compte. Et on s'attend en termes de fees et des belles surprises sur les résultats. Il y a eu un Investor Day hier qui était particulièrement intéressant, donc sur ce dossier, et on est assez chaud sur KKR. Ah oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous intéresse quand même dans alors les asset managers et le capital investissement ? Le capital investissement, vous pensez que ça va être une année bouillonnante pour ces investissements dits privés ? Donc surtout sur KKR, parce que nous c'est le dossier qu'on a vraiment creusé. Je pense que le marché aujourd'hui sous-estime en termes de perfis, en termes de fees qui peuvent être prises sur leur dossier, et bien entendu sur les actifs qu'ils ont pu acheter, la valorisation. Il y a quand même beaucoup de potentiel qui n'est pas pris en compte selon nous dans son activité. Et chez BlackRock, qu'est-ce que vous achetez ? Parce que là c'est peut-être les commissions chez BlackRock, c'est quand même pas le on achète la hausse des actifs, on achète la hausse des actifs, on achète les commissions bien entendu, les encours, et qu'on le veuille ou non, et c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour nos activités à nous, mais ces gestions passives continuent de prendre des parts de marché. Donc, voilà. On l'a vu en Europe, Amundi, Lyxor, ça y est, c'est fait. Donc un leader européen, Amundi étant le seul asset manager européen qui doit être dans le top 10 des asset managers mondiaux, le reste étant quand même globalement très américain, avec les spécialistes de la gestion passive. Vous avez cité BlackRock qui publiera, je crois, ses chiffres d'ailleurs cette semaine. Ce sera demain ou après-demain. Et puis l'événement du jour, Eric, je veux bien vous entendre là-dessus, c'est Coinbase. Ça nous dit plusieurs choses. Est-ce que c'est une forme d'institutionnalisation du marché des crypto-actifs à Wall Street, qui adoube donc un pure player des cryptos, et puis le business model en tant que tel, le cas d'investissement de Coinbase, qui présente quand même des points intéressants, je trouve. Donc, comme vous l'avez évoqué, c'est le premier pure player sur les crypto-monnaies à être coté en bourse, donc qui sera coté par cotation directe, et pas une IPO classique, donc comme ont pu le faire Palantir ou d'autres. Donc ça c'est un élément intéressant. La valorisation théorique aujourd'hui, et
est plutôt autour de 65-66 milliards, même si la valorisation... Alors ça, c'est la valorisation fixée par Coinbase et les banques qui l'accompagnent. C'est $250 par action. Tout à fait. Et ça, c'est une valeur de 65 milliards. Oui, mais on peut s'attendre à ce que ça soit beaucoup plus fort à l'ouverture. Le marché nous dit que ce sera beaucoup plus. Oui, ça je suis tout à fait d'accord. C'est environ 56 millions d'utilisateurs, dont 6 millions d'utilisateurs qui font des transactions tous les mois. Ce qu'on a pu voir dans des chiffres indicatifs qui ont été publiés sur le premier trimestre, on a une très très forte accélération des revenus. On est autour d'1,8 milliard en termes de revenus. On est entre 700 et 800 millions de bénéfices. 1,8 milliard sur le premier trimestre. Tout à fait. C'est plus que les revenus de l'ensemble de l'année 2020 déjà. Tout à fait, avec entre 700 et 800 millions de bénéfices. Donc on voit qu'il y a des marges intéressantes. Après, mon avis personnel sur le dossier, il y a des histoires aussi réglementaires. On sait qu'ils ont été un peu épinglés par l'organisme équivalent à la SEC qui s'occupe des produits dérivés et gré à gré aux États-Unis pour des histoires de manipulation de cours ou d'informations trompeuses. Donc on sait que c'est quand même un marché qui reste relativement obscur. Donc ils ont bien entendu admis aucune culpabilité, mais payé une amende pour régler les histoires, ce qui a d'ailleurs un peu décalé l'introduction en bourse. On sait que les États suivent de façon très attentive tout ce qui se développe autour des crypto-monnaies, et notamment les activités que ça peut servir à financer. On n'est jamais à l'abri d'une interdiction de ces crypto-monnaies. On sait que les États travaillent sur leurs propres crypto-monnaies également. Donc, pour moi, il y a un certain nombre de facteurs qui font que ce n'est pas un investissement à long terme. À court terme, il y a des gens qui vont sans doute bien en bénéficier, mais ce n'est pas dans les stratégies du fonds que je gère d'avoir ce style de valeur dans mon portefeuille. Et vous disiez direct listing, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Oui. Pourquoi c'est... Alors, il n'y a pas d'augmentation de capital, c'est juste des actionnaires historiques qui vendent leurs actions. Il faut bien l'avoir en tête aussi pour accueillir de nouveaux actionnaires, mais qui paieront évidemment des multiples qui n'ont rien à voir avec bien entendu, ce qui prévalait auparavant. C'est intéressant pour les investisseurs initiaux, les premiers collaborateurs qui ont généralement des... En 2012, Coinbase. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est un mécanisme qui facilite quelque part aussi un peu en termes de process. Ça va plus vite. Ça va plus vite. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus transparent non plus, mais en tout cas, ça permet d'aller plus vite pour les cotations. C'est pas un système sur lequel moi je suis très favorable, même si on voit vraiment un engouement vers ce type de cotation. Aujourd'hui, c'est la saveur du jour. Tout le monde veut faire ça, donc. Entre les SPAC et les direct listings, on sent qu'il y a quand même des choses qui s'accélèrent vers le marché boursier. Ça, c'est très clair. Après, je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps sur le marché au sens large, sur la période des publis. Les secteurs vraiment à surveiller seront le secteur de la consommation discrétionnaire, des financières et bien entendu de la tech. La tech, parce qu'on aura des comparables quand même sur le Q1 et le Q2 qui seront peut-être un peu plus compliqués que sur les autres secteurs. Les grands secteurs à suivre avec cette période de publication de résultats qui commence dans quelques minutes. On va avoir, avant l'ouverture de Wall Street, les résultats des grandes banques américaines, des premières grandes banques américaines, et puis bien sûr l'entrée en bourse de Coinbase qui se fera au Nasdaq dans les prochaines heures. On en parlera dans notre édition ce soir à partir de 18h30. Merci à vous, messieurs. Éric Lafrenière, je le rappelle, gérant du fonds Richelieu America chez Richelieu Gestion, et Patrick Guérin qui est avec nous également en plateau, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris.